Alors, chers collègues, chers doctorants, étudiants et visiteurs des collections du département de pharmacie de l'UFR 3S, après une visite en deux groupes du musée Lothar, de l'herbier et de l'arboretum, pour ceux qui les ont suivis, vient à présent le temps de prononcer pour moi cette conférence consacrée à la pharmacopée lilloise, Pharmacopoeia lillensis, dans ses trois éditions de 1640, 1694 et 1772, référentiel pour les apothicaires des Flandres au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors je vais juste me représenter pour ceux qui ne me connaissaient pas, qui n'auraient pas fait une des visites du musée Lothar. Je suis docteur Hélène Lehmann, docteur en pharmacie de par ma formation initiale depuis 2009, docteur sciences pharmaceutiques, spécialité droit économie pharmaceutique depuis 2013 et maître de conférence depuis décembre 2014 en droit pharmaceutique, droit de la santé, avec quelques enseignements dans le domaine de l'histoire de la pharmacie également, à la faculté de pharmacie de l'Université de Lille et titulaire d'une habilitation à diriger des recherches depuis 2021. Et en ma qualité de membre de la Société française d'histoire de la pharmacie, j'ai animé ces deux groupes de visites guidées du musée Lothar du département de pharmacie, puisqu'actuellement on est département de pharmacie au sein de l'UFR 3S. Et je vais à présent vous parler de l'histoire et du contenu, de l'intérêt, l'utilité de l'étude de la Pharmacopoeia lillensis, pharmacopée lilloise, dans ces trois éditions de 1640, 1694 et 1772 respectivement, qui servaient de référentiel, donc de pharmacopée officielle de portée locale pour les apothicaires des Flandres au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors pour ceux qui viendraient d'arriver, qui n'auraient pas encore le polycopier, il y a un polycopier avec une version imprimée du diaporama. Il y a encore quelques exemplaires disponibles sur le bureau central, donc n'hésitez pas à venir vous servir maintenant ou à l'issue de la conférence. Alors, je vais commencer par une double introduction. Alors, mon introduction comportera d'une part une mise en perspective historique de ce travail et d'autre part quelques généralités sur les pharmacopées, notamment les pharmacopées officielles et l'évolution de la portée géographique de ces ouvrages. Alors, tout d'abord, concernant la mise en perspective historique par rapport aux dates de ces trois éditions étudiées, il convient de rappeler la genèse de ces pharmacopées dans le contexte historique local de l'époque, sachant que de 1567 à 1665, l'île était sous domination espagnole, avec d'abord une période de gouvernorat par le duc d'Albe entre 1567 et 1573, ensuite une période sous le règne de Don Luis de Requesens et Alexandre Farnèse de 1573 à 1578, le règne du roi Philippe III d'Espagne de 1578 à 1621, et enfin le règne du roi Philippe IV d'Espagne de 1621 à 1665, de sorte que la première édition de 1640 dont on parle actuellement a été éditée sous le règne de Philippe IV d'Espagne. Ensuite, il y a eu la guerre de 30 ans de 1618 à 1648, durant laquelle la ville d'Arras a été assiégée par les Espagnols. Il y a eu en 1659 le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse, fille du roi Philippe IV d'Espagne. Et le traité des Pyrénées, conclu entre la France et l'Espagne, a permis à l'Artois de devenir français. Dans ce contexte, Vauban a construit la citadelle à Lille, que certains d'entre vous connaissent sans doute, en 1667. Puis la ville de Cambrai a été prise en 1677. La deuxième édition de la pharmacopée lilloise qu'on va voir est donc postérieure à la construction de la citadelle de Vauban en 1667. Ensuite, alors la troisième édition qu'on va voir de 1772 correspond quant à elle à une période durant laquelle l'île était redevenue française après une période d'occupation hollandaise de 1708 à 1713. Donc là, l'édition de 1772 correspond donc à une période où l'île était française sous le règne de Louis XIV à partir de 1713.
À présent, je vais passer à quelques généralités sur les pharmacopées en général, les pharmacopées officielles et notamment les pharmacopées locales en particulier. Alors pour ceux d'entre vous qui ont pu bénéficier d'une des visites au musée Lothar, vous avez pu voir certaines pharmacopées officielles au musée Lothar, mais qui étaient plutôt soit des éditions de la pharmacopée parisienne, soit des éditions anciennes du Codex Medicamentarius Gallicus ou pharmacopée française, soit des éditions anciennes de la pharmacopée européenne. Et donc à présent, on va voir une pharmacopée locale, à savoir lilloise. Alors le terme pharmacopée, pour faire l'étymologie, vient du grec pharmakon, médicament ou remède, et poiein, fabriquer, confectionner. Ça veut dire étymologiquement confection de médicaments. À l'origine, cela désignait donc l'art de préparer les médicaments, c'était une sorte de synonyme de la pharmacie galénique. Ensuite, ça a pris un sens d'ouvrage recensant les médicaments en usage à une époque donnée, souvent appelé codex. Alors codex qui veut dire code, ou codex medicamentarius, code des médicaments, codex pharmaceuticus, code pharmaceutique, que l'on pouvait qualifier de pharmacopée d'auteur dès lors qu'elle était rédigée par un seul auteur sans portée normative officielle. Par exemple, la pharmacopée royale galénique et chimique de Moïse Charras ou la pharmacopée universelle de Nicolas Lemery. Actuellement, les pharmacopées officielles les plus récentes sont plutôt des registres officiels périodiquement révisés par une commission scientifique, publiés dans un pays ou un ensemble de pays dont les normes s'imposent aux analyses des principes actifs pharmaceutiques, des excipients, des plantes médicinales, etc., notamment actuellement pour l'élaboration du module 3 sur la qualité des dossiers d'autorisation de mise sur le marché de médicaments. Donc les pharmacopées anciennes dont on parle ici, comme la pharmacopée lilloise, sont plutôt des recueils de formules de médicaments, alors que les pharmacopées françaises ou européennes, dans leurs éditions les plus récentes, ont plutôt une valeur analytique par rapport au contrôle de qualité pharmaceutique de ces médicaments. Alors, la Pharmacopea Lillensis, dont je vais relater les 3 éditions à présent, je vais tout d'abord vous présenter la façon dont je les ai consultées, où est-ce qu'elles étaient disponibles, sachant que les 2 premières éditions de 1640 et 1694 sont consultables à la Bibliothèque du patrimoine de l'Institut catholique, Université catholique de Lille, ainsi qu'à l'Ordre national des pharmaciens à Paris. Quant à la 3e édition, alors je l'avais consultée jadis en 2019 lorsqu'elle était exposée temporairement à l'Hospice Comtesse de Lille, mais actuellement, plus récemment, je l'ai consultée en version numérisée, disponible via les archives municipales de Lille. Pour resituer les époques de parution de ces 3 éditions de la pharmacopée lilloise par rapport à une pharmacopée très connue qui est la pharmacopée parisienne ou Codex Medicamentarius Parisiensis, on peut rappeler que l'édition lilloise de 1640 est très légèrement postérieure à la première édition de la pharmacopée parisienne de 1638, tandis que la seconde édition lilloise de 1694 est intermédiaire entre les 2e et 3e éditions de 1645 et 1732 respectivement du Codex Medicamentarius Parisiensis. Sachant que dans l'histoire des pharmacopées, il y a eu une évolution de la portée géographique, avec d'abord des pharmacopées locales ou régionales, la pharmacopée parisienne qui avait tendance à avoir un rayonnement plus important, la ville capitale, et ensuite en France, première édition du Codex Medicamentarius Gallicus, code gaulois des médicaments, pharmacopée française par la suite, en 1818 en français, en 1818 en latin, et en 1819 la traduction française, et depuis 10 éditions successives sans qu'il y ait forcément une régularité de périodicité. Ensuite, à partir de 1969, en Europe, il y a une pharmacopée européenne qui paraît grâce aux travaux de la Commission européenne de pharmacopée, qui dépend de la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé, basée à Strasbourg, dans le quartier des institutions européennes, et dépendant elle-même du Conseil de l'Europe. Ici, on va se limiter donc à une pharmacopée plus ancienne, lilloise. Alors, concernant la première édition de 1640, je vais vous la décrire. La première édition de 1640 est entièrement rédigée en latin. Elle est organisée en 13 grandes parties selon le plan suivant.
Alors, 13 grandes parties. La première partie, De medicamentis simplicibus in officinis asseruandis, classe les drogues naturelles, notamment végétales et minérales également, et animales, selon leur nature, c'est-à-dire que sont distinguées des racines, des écorces, des bois, des feuilles et herbes, des fleurs, des fruits, des semences ou graines, des gommes, résines et sucs condensés, des animaux, leurs parties et excréments, des métaux et minéraux et des produits d'origine marine. Il y a ensuite des explications de signification de formules de médicaments écrites en abrégé, par exemple les quinque radices aperientes qui désignent les 5 racines apéritives, les quatuor herbae emolientes qui désignent 4 herbes émollientes, ou encore les 13 flores cordiales, 3 fleurs cordiales. Il y a des informations également quant au moment de récolte optimale des plantes ou parties de plantes, bois écorce plutôt à l'automne, fleurs plutôt peu de temps après leur éclosion, et enfin des indications relatives aux unités de poids et mesure. Les 11 parties suivantes comportent des monographies, donc des courts chapitres sur des préparations pharmaceutiques qui sont classées par famille de formes galéniques. Donc il y a tout d'abord les eaux, vinaigres, sucs et décoctés, ensuite les mielas, sirops et locs, LOOCH. Les locs sont en pharmacie arabe des médicaments magistraux de consistance plus épaisse que les sirops, d'une saveur douce et sucrée que l'on suçait au bout d'un bâton de réglisse effilé en pinceau. Il y a ensuite des robes, c'est-à-dire des sucs de fruits concentrés de la consistance du miel, des fruits confits, conserves et dragées, des électuaires solubles, des pilules et extraits, des poudres et espèces aromatiques, poudre purgative comme la poudre de séné, poudre altérative, poudre chimique. Et parmi les espèces aromatiques, le dianthos de Nicolas le Mireps à base de fleurs, l'aromaticum rosatum à base de roses et le diarodon abatis, une autre formule à base de roses. Ensuite viennent des trochisques ou pastilles, les trochisques étant des formes orales unitaires solides de forme conique, comme des trochisques de vipère, des trochisques d'agaric. Viennent ensuite des antidotes et opiats, les opiats étant des préparations riches en opium, des huiles, des onguents, des séras et emplâtres, donc séras riches en cire, des emplâtres tels l'emplâtre de Mélilo, de Mésué. Et enfin, des préparations de médicaments simples les plus usités, qui est une rubrique assez hétéroclite qui répertorie aussi bien des préparations d'origine minérale que des remèdes d'origine végétale ou animale. Il y a une préparation au poumon de renard, un remède à base de coraux, de cornes de cerf et de bœuf et d'autres os. Alors, ensuite... Donc ça, c'était en fait le détail de la première édition, des différentes parties que j'ai énumérées, et la dernière partie correspondant à la préparation de médicaments simples les plus utilisés. Quelques illustrations à présent, avec à gauche une page de couverture, une page de garde de la Pharmacopoeia Lillensis, Iussus Senatus Edita, de 1640, donc c'est bien la première édition, et ensuite le début du sommaire de la pars prima, donc de la première partie, avec la partie sur les racines, racines par exemple d'Aristoloche, etc. On va passer à présent à la seconde édition de 1694. Elle est également rédigée en latin in extenso, qui était la langue scientifique pharmaceutique de l'époque. Elle est organisée quant à elle en 14 grandes parties, selon un plan qui présente beaucoup de similitudes par rapport à celui de la première édition, mais quelques ajouts spécifiques. J'insisterai sur les ajouts qui différencient la seconde édition par rapport à la première édition. Alors, la première partie est consacrée à des définitions générales de différentes drogues d'origine naturelle. Les 11 parties suivantes sont consacrées à des monographies particulières de préparation pharmaceutique réparties à nouveau par forme galénique. La partie 13 recense des monographies de préparation très courantes en pharmacie. La 14e et dernière partie, alors c'est vraiment une nouveauté dans cette seconde édition par rapport à la première édition, concerne des remèdes usités en médecine spagyrique du grec spaein, séparé, agairein, assemblé. C'est un art alchimique qui consistait à séparer, purifier et ensuite réunir à nouveau les constituants essentiels des plantes pour créer des élixirs et préparations thérapeutiques.
Alors, quelques détails sur ces différentes parties et leur contenu. Dans la première partie, pars prima de simplicibus officinalibus annexis eorundem synonymis et derivationibus ex probabilissimis auctoribus desumptis. Il s'agit d'une sorte de lexique des termes employés pour désigner les drogues et préparations et empruntés aux auteurs les plus estimables. Alors, par exemple, voilà. Donc, lexique qui définit tout d'abord la pharmacopoeia, c'est-à-dire la pharmacopée, le pharmacopoeius, le pharmacien, l'officina, les classes officinales, les nativa medicamenta, ainsi que les trois règnes de la nature dont sont issus les remèdes. Ensuite, il y a des définitions plus précises concernant certains minéraux. Puis est présentée la phytologia, donc l'étude des plantes, et la planta, arbor, frutex, sous-frutex, herba, donc la plante, l'arbre, le fruit, l'herbe, les différentes parties de plantes utilisables en pharmacie, comme les racines, les écorces, les bois, les feuilles et herbes, les fleurs, les fruits, les graines et semences, les sucs, gommes, résines, gomme-résine, les champignons, etc., ainsi que différents termes d'anatomie et de physiologie végétale. Sont cités également des animaux entiers et des parties d'animaux mentionnés dans d'autres parties de cette pharmacopée. Ensuite, donc les parties 2 et suivantes, il y a une classification de préparation pharmaceutique par famille de formes galéniques. Par exemple, partie 2, eau simple et composée, esprit, teinture, vinaigre, suc et décocté. Dans la partie 3, les mielas, donc des préparations riches en miel, et les sirops qui sont des préparations liquides contenant du saccharose, sirop de mûre, de nénuphar, de lavande, d'antimoine. Partie 4, les robes fruits confits, conserves et dragées, avec par exemple le robe de cassis, d'acacia, de sureau, la gelée de cornes de cerf. Alors, stricto sensu, c'est des bois de cerf, mais c'est dit cornes de cerf dans la pharmacopée. Un remède à base de pulpe de coing confite et des conserves à l'écorce de citron. À la partie 5, il y a des électuaires solubles, les électuaires étant des préparations pharmaceutiques semi-solides, c'est pas tout à fait liquide, pas tout à fait solide, riche en gomme, en miel, comme l'électuaire universel ou catholicone, le diaprunum à base de prune, le diaphénicum, l'électuaire de sucre de rose, ainsi que la confection de hamec. À la partie 6 viennent des antidotes donc contre les empoisonnements, les intoxications. Il s'agit donc de préparations à visée alexipharmaque, c'est-à-dire contre les empoisonnements. Et également les opiats, qui sont des sortes d'électuaires riches en opium, sachant qu'on sait maintenant en médecine, en pharmacie moderne, que l'opium issu des capsules encore vertes de pavot est source de codéine et de morphine, qui sont des alcaloïdes majeurs en thérapeutique actuelle. À la partie 7, il y a des espèces altératives, aromatiques et purgatives, sachant que les espèces ou les poudres altératives étaient des poudres employées dans le cadre de la théorie des humeurs, parce que dans la théorie des humeurs hippocratico-galénique, on distinguait 4 humeurs, le sang, la pituite, la bile, le flegme, et on considérait que la maladie provenait du déséquilibre des humeurs et qu'il fallait soit purger l'organisme pour lui permettre d'éliminer l'humeur viciée, c'est-à-dire malade, altérée, soit administrer un médicament de propriété inverse pour rétablir l'équilibre. Et en fait, les poudres altératives visaient à lutter contre une mauvaise humeur en changeant sa nature, tandis que les poudres purgatives visaient à éliminer cette humeur excessive ou viciée. À la partie 8 viennent des pilules, résines et extraits. Alors, on a vu au musée Lothar, pour ceux qui étaient, le pilulier, la boîte à dorer, argenter les pilules, des résines et extraits de plantes, etc. La partie 9 viennent des trochisques et pastilles. Les trochisques étant donc des formes coniques, comme les trochisques d'agaric, de rhubarbe, de carabe. Et parmi les formules de pastilles, nous avons relevé les pastilles à l'anis. Partie 10 viennent des huiles et baumes. Alors, il peut s'agir d'huiles obtenues par expression, comme l'huile d'amande douce, des huiles obtenues par infusion et décoction, huile de rose, de nénuphar, des huiles obtenues par distillation, huile d'absinthe, de térébenthine, et des baumes comme le baume vulnéraire ou le baume contre l'apoplexie.
Partie 11 viennent les onguents, donc à usage externe, comme l'onguent égyptien, l'onguent au basilic, l'onguent nutritif et l'onguent triapharmaque, composé de 3 ingrédients actifs. Partie 12 viennent les céras, donc riches en cire, cire d'abeille, et les emplâtres, emplâtres de ciguë, de baie de laurier, de crocus. À la partie 11 figurent des formules de préparation de médicaments simples parmi les plus usitées à cette époque. C'est une partie très diversifiée, puisque nous y avons trouvé aussi bien des remèdes d'origine végétale, préparation sèche à base de baies de sureau, que minérale, préparation à l'aluminium calciné, ou encore animale, préparation aux cornes, c'est-à-dire aux bois de cerf et autres os calcinés. La dernière partie, partie 14, comme indiqué en introduction, concerne les médicaments utilisés en médecine spagyrique, c'est-à-dire cette médecine un petit peu alchimique qui consiste à séparer, purifier et réunir des constituants. Donc là, vous avez les noms latins des différentes formules qui étaient pour la plupart minérales, à base de fer, de cuivre, de plomb, d'étain, de mercure, d'antimoine, parfois à base de plantes également. Alors voici une illustration avec une page de couverture interne de la 2e édition de cette pharmacopée lilloise de 1694. Et encore une page intérieure. Alors là, c'est un exemple de double page dans une sous-partie sur les miela et sirop, des sirupis avec Sirupus mororum par exemple. Nous allons passer à présent à la 3e et dernière édition de cette pharmacopée lilloise, la 3e édition qui parut donc en 1772, avec 2 rédacteurs, 2 réviseurs et quelques nouveautés par rapport aux 2 précédentes éditions. Alors, dans la 3e édition, 2 rédacteurs qui étaient donc Jean-Baptiste Lestiboudois, 1715-1804, médecin et professeur de botanique, et Pierre-Joseph Riquet, médecin. Alors, quant aux 2 réviseurs, ils ont des noms, le premier notamment a un nom assez illustre, c'est Bernard de Jussieu. 1699-1777. Il était membre de l'Académie des sciences, médecin diplômé de la faculté de Paris, démonstrateur des plantes au Jardin du Roi et membre de la Société royale de Londres. Il releva et corrigea quelques erreurs de dénomination botanique, alors sachant que les 2 réviseurs voyaient des aspects différents et complémentaires. Bernard de Jussieu voyait les aspects botaniques, tandis que Pierre-Joseph Macquer se concentrait quant à lui sur les aspects chimiques et pharmaceutiques, galéniques, etc. Alors Bernard de Jussieu a relevé et corrigé quelques erreurs de dénomination botanique, notamment dans la première sous-partie sur les matières premières d'origine végétale, de la première partie médicaments simples de cette pharmacopée. Il est connu pour être l'auteur d'une histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, paru en 1725, et d'un catalogue des arbres et arbrisseaux qui se peuvent élever en pleine terre aux environs de Paris, paru en 1735. Il est également co-auteur avec d'autres botanistes renommés comme le français Pierre Magnol, qui a donné son nom aux magnolias, et le suisse Augustin Pyrame de Candolle, de plusieurs autres ouvrages rédigés en latin. Il est également connu pour avoir créé la notion d'ordre, qui est un taxon intermédiaire entre la classe et la famille. Là, vous avez le moyen mnémotechnique récophage, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. Quant à Pierre-Joseph Macquer, né en 1718, il est médecin diplômé de la faculté de Paris, membre de l'Académie royale des sciences de Paris, de l'Académie royale des sciences de Suède, de la Société royale de Londres et de celle de Turin. Il a, quant à lui, recensé et rectifié quelques inexactitudes dans la pharmacopée lilloise numéro 3 et imprécisions concernant la description des matériels, des modes opératoires et des techniques de préparation, surtout dans la seconde partie médicaments composés de cette pharmacopée. C'était un fervent partisan de la théorie phlogistique de Georg August Stahl, en revanche farouchement opposé au concept défendu par Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il coopéra avec l'apothicaire et chimiste Antoine Baumet et fut remarqué par le zoologiste Georges-Louis Leclerc de Buffon, qui l'introduisit comme remplaçant de Louis-Claude Bourdelin, alors malade, au Jardin du Roi.
Alors venons-en aux nouveautés présentes dans la troisième édition par rapport aux deux précédentes éditions. Alors, dans la seconde édition de 1694, on a déjà constaté, par rapport à la première édition, l'apparition de remèdes à base d'antimoine, remèdes stibier, stibium désignant l'antimoine en latin, sachant que leur présence n'a pas été évidente d'emblée puisque il y a eu la querelle de l'antimoine sur fond de rivalité entre faculté de Paris, faculté de Montpellier, entre médecins et apothicaires, qui fait que les remèdes à base d'antimoine ont longtemps été rejetés vigoureusement par la faculté de Paris, notamment le doyen Guy Patin qui y était très opposé. Cependant, après une guérison dans la famille royale, une guérison du dauphin du roi, l'antimoine a fini par s'imposer en thérapeutique et les remèdes stibiers sont ainsi apparus dans la seconde édition de 1694. Leur présence a été maintenue et même renforcée dans la troisième édition de 1772. Cette troisième édition se caractérise en outre par l'entrée de l'écorce de quinquina, Cinchona species, qui connut également des difficultés pour s'imposer en thérapeutique en France du fait de croyances intégristes en la théorie hippocratico-galénique, parce que en fait, l'écorce de quinquina devait faire baisser la fièvre, être fébrifuge, et en fait, selon la théorie d'Hippocrate et de Galien, la fièvre étant un état chaud et sec, on se déshydrate et on a chaud quand on a de la fièvre, devait théoriquement être soignée par un remède de propriété inverse, un remède froid et humide. Et en fait, le quinquina, c'était là où la théorie ne marchait pas. Le quinquina était sans doute arbitrairement considéré comme chaud et sec. Il ne pouvait pas être fébrifuge selon cette théorie, sauf s'il avait été purgatif, auquel cas il aurait pu faire éliminer une humeur en excès, mais il ne l'était pas, et du coup il y a eu de vives oppositions à l'emploi du quinquina, tout comme précédemment à l'emploi de l'antimoine en thérapeutique. Là aussi, il a fallu une guérison dans la famille royale pour permettre l'imposition de l'emploi d'écorce de quinquina en thérapeutique. Alors ceci dit, l'apparition de l'écorce de quinquina seulement dans la troisième édition de la pharmacopée lilloise se fait avec un certain retard. On aurait pu attendre ça dès la deuxième édition par rapport à la généralisation de l'usage de cette drogue dans d'autres pays européens. Alors, je vais traiter des grandes lignes du plan général de la troisième édition pour ne pas trop déborder dans le temps. Il y a des dispositions préliminaires, notamment sur ce qu'est une pharmacopée, sur les matières premières naturelles à usage pharmaceutique. Une première partie sur les médicaments simples, avec Classis Prima, donc une sous-partie 1 sur les simples issus du règne végétal, où sont énumérées 16 parties de plantes, puis 13 familles botaniques définies selon la classification de Linné. Donc 16 parties de plantes telles les racines, écorces, bois, moelle, roseaux, feuilles, fleurs, pistils, semences et graines, fruits, sucs, baumes, gomme, résine, sel. Ensuite, 13 familles botaniques. Je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont définies selon la classification établie par le Suédois Carl von Linné. Ensuite, dans la Classis Secunda, donc la sous-partie 2, il s'agit des simples issus du règne animal, avec la mention d'éminents zoologistes comme Georges-Louis Leclerc de Buffon, Mathurin-Jacques Brisson, Peter Artedi et René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Il y a des définitions de termes zoologiques et une classification des animaux en 8 catégories. Ça va des humains aux quadrupèdes, aux oiseaux, aux poissons, aux reptiles, aux insectes, aux vers et enfin aux lithophytes et zoophytes tels les coraux et les spongiaires. Ensuite vient tout naturellement une troisième sous-partie, Classis Tertia, De Simplicibus et Regno Minerali, sur les simples issus du règne minéral, avec là une référence à l'illustre apothicaire et minéralogiste Jacques-Christophe Valmont de Baumard, des définitions terminologiques sur les différentes sortes de minéraux et une place importante accordée à l'antimoine à une époque à présent largement postérieure à la querelle de l'antimoine. Enfin vient une annexe, un appendice sur les modes de récolte et de conservation des simples, c'est-à-dire des plantes médicinales. Ensuite, la pars secunda, la deuxième partie, concerne les médicaments composés avec des préliminaires, une sorte d'introduction consacrée aux poids et mesures médicinaux, aux ustensiles, aux opérations physico-chimiques, aux préparations médicamenteuses. Et ensuite vient une première partie sur les opérations galéniques et une deuxième partie sur les opérations chimiques.
Donc au niveau des opérations galéniques, sont décrits la façon de préparer différentes formes galéniques comme les tisanes décoctées et jus, les vinaigres, vins médicinaux et cervoises, c'est-à-dire les bières médicinales, les extraits, les mélites, les robes, conserves et produits assaisonnés, les poudres, les trochisques, les électuaires, les pilules, les huiles, baumes, onguents et onplâtres, les sparadraps et les cires également. Dans la deuxième partie, sur les opérations chimiques, sont décrites des opérations pour obtenir des distillats, des teintures et élixirs, des sels, des savons, des produits à base de safran, des produits à base de soufre, des préparations magistrales et des précipités, le régule d'antimoine, les terres, roches calcaires et calciformes, le verre d'antimoine, et puis l'appendice comporte également un index des symboles chimiques, un index des choses et des noms et une liste des erreurs. Alors, en conclusion, les deux premières éditions de la Pharmacopoeia Lillensis s'inscrivent dans un contexte antérieur à la parution du premier Codex national unifié, donc Codex Medicamentarius Gallicus, en 1818-1819. Elles sont parfaitement représentatives du type de drogue naturelle utilisée, ainsi que des types de préparations pharmaceutiques confectionnées au XVIIe siècle, à l'instar des formules qu'on peut retrouver dans les trois premières éditions du Codex Medicamentarius Sive Pharmacopoeia Parisiensis, ou bien d'autres pharmacopées locales de même époque, comme la Pharmacopoeia Generalis de Jacob Reibon-Spielmann, parue à Strasbourg à peu près à la même époque, que j'avais étudié dans un autre travail. Alors, par ailleurs, on constate une certaine évolution entre première et seconde édition de cette Pharmacopoeia Lillensis, qui témoigne des progrès thérapeutiques et de l'évolution des doctrines médicales. À preuve, la présence dans la seconde édition de remèdes contenant de l'antimoine qui n'étaient pas présents dans la première édition du fait des difficultés de ce minéral et des remèdes en contenant à s'imposer dans la thérapeutique de l'époque, ainsi que d'une partie spécifiquement dédiée aux médicaments utilisés en médecine spagyrique. Dans la troisième édition de 1772, qui servit donc de référentiel aux apothicaires de Lille et de Flandre à la fin du XVIIIe siècle, sont reflétées pleinement également l'évolution de la thérapeutique et des doctrines médicales de l'époque. Ainsi, d'une part, la présence de remèdes stibiers, c'est-à-dire à base d'antimoine, qui figurait donc déjà dans la seconde édition de 1694, est maintenue et même renforcée, tandis que l'écorce de quinquina, qui connut également des difficultés pour s'imposer en France, y fit son entrée, avec toutefois un certain retard par rapport à la généralisation de son usage dans d'autres pays. Alors, comme on est dans l'antique avant tout, je ne peux pas m'empêcher de relever que l'écorce de quinquina initialement utilisée a ensuite conduit à des analyses de pharmacognosie et à l'isolement d'alcaloïdes comme la quinine, et c'est Pelletier et Caventou ayant donné le nom à cet amphi, qui ont isolé la quinine notamment à partir d'écorces de quinquina, et actuellement contre le paludisme on emploie la quinine ou alors un mélange des 4 principaux alcaloïdes du quinquina. Enfin, on peut relever que la relecture attentive et corrective du projet initial de 3e édition de cette pharmacopée par Bernard de Jussieu pour les aspects botaniques et par Pierre-Joseph Macaire pour les opérations galéniques et chimiques témoigne d'une volonté de contrôle vigilant et peut-être un petit peu centralisé parisien sur la rédaction d'un ouvrage dont la portée officielle se voulait locale ou régionale. Alors je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Madame Marie Poirot, qui était anciennement responsable des collections de la bibliothèque du patrimoine de l'Université catholique de Lille, qui m'a permis de consulter à plusieurs reprises les 2 premières éditions de la pharmacopée lilloise, à Madame le docteur Monique Torque, ici présente, qui m'avait informé en 2019 de l'exposition temporaire à l'Hospice Comtesse, la 3e édition de la pharmacopée lilloise. Monsieur Vincent Laden, conservateur à l'Hospice Comtesse de Lille, qui m'a permis d'y accéder le jour de fermeture du musée pour plus de tranquillité. Et à monsieur le professeur Vincent Sobanski, le professeur Jean-Louis Cazin, ici présent, le docteur Julien Thévenet et madame Aurélie Alipré pour l'organisation scientifique et logistique de cette conférence. Également mes remerciements à Maxime Fanul du service audiovisuel et à toutes les personnes présentes.